Bonjour à tous, amis de la RH. Bonjour Florence. Bonjour. Alors j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Florence Bernet, qui est Learning Director chez un fleuron de la transition énergétique, j'ai nommé Nexence. Alors Florence, tu as une carrière assez impressionnante de plus de 20 ans. Tu vas nous raconter les routes que tu as sillonnées. Mais avant, je vais faire un flashback dans ton enfance. Raconte-nous, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Eh bien, je voulais faire comme papa. C'est affreux à dire, mais c'est vrai. Mon père était haut fonctionnaire et travaillait dans les ministères. Et il ramenait des dossiers. C'était l'époque où il y avait des dossiers de plusieurs couleurs le samedi matin. Et j'ai été impressionnée par ça à ce stade-là. Alors, il y a de l'Oedipe, évidemment, mais à l'époque, c'est ce qui m'a marqué. C'est aussi le service public. Voilà, c'est le fait de donner son temps. Et donc, c'est ça que je voulais faire. Et alors, quelle voie tu as choisie pour ce type de passion, de vocation ? Parce que c'est presque une vocation au service public, finalement. Alors, d'abord, je pense que j'étais comme tout jeune, et même encore aujourd'hui, malgré Parcoursup et les orientations qu'ils font, on est très court terme et très école. Donc, j'étais contente d'être plutôt dans les 5 premières, jamais première, mais contente de ça. Dans le trio tête, enfin le quatuor de tête, quoi. Et j'étais dans la performance scolaire. Mon père était, ma mère aussi derrière, mais ils étaient assez calés sur le fait que leur fille allait faire prépa, médecine, etc. Donc on était un peu sur des rails, on était un peu programmés. Et c'est en première S que j'ai loupé magistralement parce que j'ai pas du tout l'esprit scientifique. J'ai dit à mon père, je vais changer pour une terminale et puis je vais rentrer à Sciences Po, tu vas voir, en mode défi. Il y a pire dans la vie. Je crois voilà, il y a pire dans la vie. Mais à l'époque, il y avait que ça comme option dans mon esprit, ce qui est malheureux d'un autre point de vue, puisque je me posais même pas la question finalement du métier. Je me disais, je vais faire haut fonctionnaire. Je vais être dans le service public. Pour ça, il faut que je passe par Sciences Po. Et voilà. Donc, je suis passée par Sciences Po. Sauf que, arrivée en 3e année de service public, je me suis pas tellement projetée finalement plus loin. Ah bon ? C'était quoi, le droit public qui te rebuchait ? J'étais pas aussi assidue, on va dire. Non, j'ai choisi... en fait, en première année, j'ai choisi Sciences Po service public parce que c'était la voie royale. En vrai, au fond de moi, je voulais faire des ressources humaines comme ma mère. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Parce que ta mère était aussi dans les RH. Alors, ma mère était dans les RH et elle était venue dans les RH par la communication. Et elle était devenue directrice communication, puis directrice communication et RH. Et en vrai, c'est ce que vraiment j'avais envie de faire. Je me suis laissée emporter par le prestige, à la fois le projet d'origine et puis le prestige de faire service public. J'ai fait service public, sauf que j'étais pas à ma place. Je travaillais par le droit administratif, me plaisait pas trop. Les notes de synthèse, c'était rigolo. Ça me plaisait bien. Les relations internationales, ça me plaisait bien aussi. Les finances publiques, c'était pas inintéressant. Mais je me suis pas projetée plus loin. J'ai eu une année ensuite un petit peu d'errance, de pause. Qu'est-ce que je fais ? J'ai fait un stage au Quid en 1997. Et à l'époque, c'était les tout débuts d'Internet. J'étais prise dans l'équipe d'Internet du Quid. Mais on était hébergés dans leurs locaux où il y avait des bibliothèques immenses de livres et de références. Le Queen, pour ceux qui ont moins de 20 ans. Ah oui, c'était ce grand dictionnaire. Avec papier énorme. Voilà, avec des connaissances qui étaient remises à jour. Et donc, il y avait l'équipe qui travaillait sur la version papier et nous qui travaillions sur une version CD-ROM puis Internet. C'était les tout débuts. Et de cette expérience, je me suis dit, bon, je vais rentrer en école de commerce. J'ai fait 2 ans d'école de commerce. Et à la sortie, une amie m'a dit tu devrais venir à EDF, c'est sympa, on fait des choses intéressantes et puis on travaille 32 heures par semaine. C'est super ça. Travailler 32 heures par semaine, 4 jours, c'est pas mal. Donc je postule et je me retrouve en ressources humaines pour une entreprise publique. Donc j'avais fait la synthèse parfaite entre mon père et ma mère. Et c'est là que mon père me dit « Et en plus, tu vas dans l'entreprise qui a hébergé ta grand-mère pendant 40 ans », parce que j'avais complètement oublié. Donc, je suis un peu un produit pas très original de circonstances. Ce qui est intéressant quand même, c'est que là, j'ai des enfants qui sont adolescents et j'ai ma fille qui a fait tout Parcoursup, etc. Finalement, eux aussi, ils ont du mal à se projeter en dehors des métiers de leurs parents. Mais c'est très dur quand on te demande à 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Tu regardes un peu ce qui existe.
dans ton entourage et tu vas chercher des référents, tes parents, ta tante, ton oncle. On regarde tous les modèles familiaux. Hein. Exactement. Et j'essaye... maintenant, par rapport à ce que nous, on a vécu, ils ont des sessions de sensibilisation dès la seconde. Les profs principaux organisent ça. Ils ont beaucoup de travaux, de réflexion sur leur orientation. Il y a le stage de 3e. Il y a le fameux stage de 3e. Tout ça qui n'existait pas à notre époque. Mais je trouve que ça reste encore difficile de se projeter sur un métier sur lequel on n'a pas été... Complètement. Alors après, dans mon cas quand même, il y a une constante, c'est le service public, c'est le service aux salariés, aux hommes, aux femmes d'une entreprise. Donc c'est ça qui m'anime plus que d'avoir fait des projets marketing, des choses comme ça. Et du coup, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est de te dire, voilà, ta projection, tu te dis, ok, ça va être ma vocation RH cette fois-ci, et t'arrives finalement chez EDF. Est-ce que c'est une surprise, c'est en phase avec tes attentes? Tu découvres le monde de l'entreprise qui finalement est assez éloigné du monde de Sciences Po, où comme tu le disais très bien, on a tendance à vraiment mettre en avant le public, un peu moins le monde corporate, même si ça a changé aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de sorties vers le privé que le public. Comment se passent tes premiers pas? Alors, l'idée aussi de rentrer à EDF, c'était de travailler sur la conduite du changement. Donc, j'avais beaucoup aimé à l'ESCP les options consultant, RH management. Et plutôt que de rentrer directement chez un consultant, type Accenture, je me suis dit, moi, je préfère aller faire mes armes dans une vraie entreprise, un endroit où il y a des vrais gens. Et ça m'avait séduit aussi quand j'ai postulé. Et je m'étais dit, tu fais ça pendant 2-3 ans, et après, tu vas travailler chez des consultants. Ce qui n'était pas en fait une bonne stratégie. D'une part parce qu'à EDF, finalement, ils m'ont proposé des opportunités différentes qui ont encore fait dévier mon chemin, notamment en allant travailler à l'étranger, mais aussi parce que le monde du conseil, c'est une technique, c'est une méthodologie, et qu'en fait, très rapidement, si on a commencé à travailler dans une grande entreprise, on est déjà conditionné d'une telle manière qu'on ne peut pas, ou que c'est compliqué d'être... C'est très dur, moi, je trouve, de passer vraiment du corporate au conseil. Tu peux mieux débuter en conseil et ensuite revenir en corporate avec des méthodes, etc., qu'on vient chercher chez toi. Voilà. Donc moi qui pensais avoir trouvé une très très belle martingale, mais je vais vraiment comprendre ce que c'est. Alors après, l'arrivée à EDF, elle a été particulièrement intéressante parce que j'ai été donc affectée à Rouen dans une unité de service partagée. C'était assez innovant. Et j'avais des collègues qui venaient principalement de la région, qui, pour certains, avaient été reconvertis, qui travaillaient dans des centrales thermiques et qui s'étaient retrouvés gestionnaires de paye ou gestionnaires de formation. Donc un univers qui, à mon avis, est très intéressant à revoir aussi aujourd'hui dans un monde où on change de métier tout le temps. Et t'étais au moment de la nationalisation ou t'étais... Alors j'étais au moment de la privatisation. La privatisation, enfin pour moi, t'étais un peu à ce tournant en plus. J'étais à ce tournant, alors on le sentait pas trop. Et d'ailleurs, on voit bien que les concurrents d'EDF, finalement, ils ont pas trouvé une place. Alors c'est pire à la SNCF, mais en tout cas, ça se voyait pas tant que ça. Voilà, c'était pas ça l'enjeu. Je pense pour les personnes, l'enjeu c'était la déréglementation. Il y a la déréglementation, mais c'était juste la veille de l'évolution, enfin l'arrivée des nouvelles technologies de l'information. Là, on a installé SAP chez les comptables en 2005 et ça allait générer énormément de reconversions. Donc ça a été un tournant les années 2000-2010. Dans ces entreprises-là, ça a été particulier pour les gens. Mais ces 3 premières années, elles ont été fondatrices parce qu'elles m'ont donné... j'ai fait du recrutement, j'ai fait de la paye. Je me suis aussi occupée des process à l'époque. Je faisais de l'ISO à l'époque, c'était assez marrant. Donc l'idée était intéressante, quoi. T'as un poste un peu à 360 qui te permet de toucher finalement un peu à toutes les fonctions RH. Oui, à l'époque, en fait, je me suis construit mon propre programme jeune diplômé, ma graduate program, comme ils disent. C'est-à-dire que j'ai fait 18 mois à un truc, et puis après, ils m'ont proposé de passer à la paye. J'ai fait 18 mois là. Et en parallèle, et c'est là, la graine du learning a été plantée à cet endroit-là, les équipes EDF recrutaient à tour de bras. C'était l'époque des 32 heures. Donc, ils avaient ouvert des tas de postes. Et la filière RH, à l'époque, a décidé qu'il fallait faire une formation pour tous ces gens qui arrivaient.
d'acculturation et de parcours RH. Et comme j'ai été une des premières à être recrutée, ils m'ont sélectionné, ils m'ont demandé de venir au design de cette formation. Et comme j'étais dans le design, comme j'étais témoin ou audience, de ce design, à chaque étape, je donnais du feedback un peu plus que les autres, ou je revenais pour des réunions de rétex, comme on disait à l'époque, de retour d'expérience. Et j'ai vraiment adoré cette partie-là. Et il se trouve que dans ce travail, j'ai été repérée à Paris parce que j'étais en contact avec des cadres supérieurs de la filière RH. Et que quand eux, ils ont monté un plan où il fallait envoyer un jeune cadre français à Londres et l'échanger avec un jeune cadre anglais qui irait à Paris, j'ai fait partie des gens auxquels ils ont pensé parce qu'ils me connaissaient. J'ai fait les sélections, j'ai été retenue. Là, hop, je suis passée à Londres. Et c'est à Londres aussi où j'ai pris un job de learning and development que je connaissais pas du tout. Et là, tu apprends from scratch à créer des formations, sourcer des partenaires. Alors, j'apprends from scratch, pas franchement à créer complètement une formation. J'apprends à travailler sur des besoins, à travailler avec des prestataires, à comprendre ce qu'ils allaient me proposer. Mais tu te formes ta culture G, quoi. Je me forme ma culture G. Quelques mois après, il y a une Learning and Development Director qui a été nommée et qui m'a un petit peu mieux tutorée. Mais j'ai tout appris sur le tas et j'ai appris en Angleterre. Alors, l'avantage, c'est que il y a énormément de matériel à disposition. C'était le début d'Internet. Donc, on pouvait se renseigner. En plus, voilà. Donc, finalement, c'était pas si, comment dire, c'est pas si challenging, quoi. On y arrivait plus ou moins à comprendre ce qu'on allait faire et comment on allait le faire. Bon, je me suis bien amusée. J'ai beaucoup aimé cette phase-là. Et au bout de 3 ans, je me suis rapatriée à Paris avec ma fille qui était née entre-temps et mon mari qui était resté à Londres parce que lui était banquier et ne trouvait pas de poste à Paris. Là, je suis revenue sur quelque chose de plus généraliste pendant 2 ans. Et la carrière de mon mari l'a amenée à Tokyo. Oui, c'est ça, tu pars en Asie pendant un petit bout de temps. Voilà. Donc, on trouve le moyen de faire un 2e enfant. Et je m'installe à Tokyo pendant 1 an. Alors, cette année-là, j'ai pas travaillé. Je me suis occupée de mes 2 enfants. Super expérience, là. 1 an à Tokyo, c'est incroyable. C'était pas assez. Donc, on a prévu que dès qu'on sera à la retraite et libéré de nos obligations professionnelles, de repasser 1 an au Japon. C'était un coup de cœur, ce pays? Ah, c'est un coup de cœur depuis longtemps. Ouais, c'est un pays extraordinaire. Alors, il a des défauts, mais il a quelque chose d'extraordinaire dans la précision des gestes, dans tout ce qui est beau, tout ce qui est... Le raffinement. C'est extraordinaire. Donc, on est des fous de Japon. J'ai essayé d'apprendre la langue, mais je n'ai pas réussi. Je pense que mon cerveau était trop occupé par les 2 petits gnomes qui occupaient mes journées à l'époque. Et ça a été une période formidable où j'ai beaucoup écrit parce que je faisais un blog. Super, sur quel sujet? Sur ma vie au Japon. Alors, c'est là aussi... C'était Amélie Nothomb au pays... Oui, alors je n'irais pas jusqu'à dire que j'ai le talent d'Amélie Nothomb. Je me projette. Mais c'est intéressant parce que c'était ce moment de bascule 2006, 2007, 2008, avant que Facebook devienne vraiment pervasif partout, mais quand même on commençait à créer des communautés. Et c'est très important dans le learning, la notion de communauté, et des communautés d'intérêt. Donc là, en l'occurrence, dans le monde expat, surtout au Japon, où finalement on est analphabète, on arrive dans une ville, on ne comprend rien. Et l'intégration avec les locaux est difficile. Voilà, l'intégration est difficile, donc il y a un besoin de solidarité, et qui s'était manifesté à mon arrivée. J'ai trouvé ce qu'on appelait une liste de diffusion par mail. Ça, c'est des vieux trucs. Les gens ça me parle. Il y avait le début des forums et puis les blogs sur lesquels il y avait pas mal d'autres personnes comme moi qui consignaient leur expérience et qui commentaient, qui se connaissaient comme ça. Donc c'est là, ce qui est intéressant, c'est que c'est là un réseau finalement. Voilà, le début du réseau. À travers ça, je l'avais aussi vécu pendant mes 2 grossesses à travers un site qui s'appelait Au Féminin où il y avait des forums de jeunes femmes. Bien sûr. Et ce qui est intéressant d'un point de vue learning, parce que il y a beaucoup de gens qui se posent la question dans les entreprises, comment je vais créer une communauté de pratique qui vivent tout seuls, que j'ai pas besoin d'aller animer, etc. Là, en l'occurrence, vous en avez des exemples de communautés de pratique. Alors, je sais plus si elles existent maintenant,
Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils doivent être sûrement déportés sur d'autres réseaux, mais l'esprit doit rester, ce côté un peu communauté de pairs. Voilà, mais c'est surtout que ce soit la vie d'expat ou la vie de maman, c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous rassemble dans notre expérience? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'être ensemble? Et ça, cette thématique-là, en ce moment, je travaille les community of practice dans ma feuille de route. C'est une thématique que j'aimerais bien. Je pense que c'est ça. Il faut amener les gens sur ce genre de principe. Qu'est-ce qui vraiment est important pour moi? Si c'est pas important, je vais pas m'investir. Et à l'époque, donc au Japon, grâce au blog, grâce à ces listes de diffusion et grâce à cette nécessité d'être ensemble face à un problème, j'ai vraiment pu faire cette expérience-là. Et donc, j'ai aucun souci. Ça aide aussi d'un point de vue professionnel, puisqu'aujourd'hui, je travaille au niveau groupe et on a des usines partout dans le monde et on a des business units partout dans le monde. Et j'interagis de la même manière avec mes collègues qui sont basés en France qu'avec mes collègues qui sont basés en Colombie ou au Liban. J'ai cette capacité rapide à établir le lien à travers les réseaux. Du coup, ton coup de cœur au Japon, finalement, il donne lieu, non pas juste à un passage d'1 an, mais tu vas t'installer finalement en Asie assez durablement. En 2008, crise financière, la société de mon mari est un petit peu en difficulté, elle s'appelle Lehman Brothers. Et vous pouvez rester au Japon si vous voulez, mais les autres banques ont fait leur marché et une banque lui a proposé un poste à Singapour. On a hésité longtemps, on voulait rester. Autre mentalité, gros hub cette fois-ci, mais encore très international comme spot. Oui, exactement. Là, surtout, on a réfléchi longtemps et d'un point de vue vie familiale, puisqu'on avait nos petits qui étaient vraiment en très bas âge, c'était quand même plus simple et ça me permettait de reprendre ma carrière. Puisque c'est un pays qui parle anglais, donc a priori... Tu peux très facilement trouver du boulot. Les visas sont un peu plus souples qu'au Japon. À l'époque, maintenant ça a dû changer, c'est une grande problématique. Enfin, ça fait donc 2008-2023, ça fait 15 ans maintenant. Je sais plus ce qu'il en est, c'est quand même plus compliqué, je pense, maintenant. Mais effectivement, c'est quand même une plaque tournante régionale avec beaucoup de headquarters régionaux de grandes entreprises, des banques qui avaient installé leur back-office. Quelques années plus tard, elles ont commencé à les transférer en Inde où c'était moins cher. Donc, elles vont là où c'est moins cher. Et évidemment, une communauté expat très développée avec un lycée français particulièrement grand et super, avec un mode de vie très, très agréable. Donc, on dit souvent Singapour, l'Asie pour les nuls. Oui, je confirme. Il y a quand même un cadre de vie assez exceptionnel. Oui, alors c'est quand même bétonné et très chaud. Et voilà, il y a plein de... Alors, le cadre de vie est super. Au bout de 9 ans, on est resté 9 ans. Je veux dire, presque une dizaine d'années au final. Voilà, on est resté 9 ans, on était permanent resident. Du point de vue, il y a plein d'éléments qui nous ont fait rentrer. Il y a une partie carrière pour mon mari puisque la place était moins forte en termes de back-office. Moi, j'aurais pu rester d'un point de vue carrière, mais on était quand même content de rentrer en France. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce que tu as 10 ans de vie d'expat, tu peux aussi t'habituer à un train-train, à une communauté un peu entre soi, à un certain rythme de vie aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, OK, on rentre à la maison? C'est une question d'équilibre. Alors, il y a plusieurs facteurs. Là, on voyait, par exemple, nos parents qui commencent à vieillir, on voulait être près d'eux. Les systèmes singapouriens et dans d'autres pays sont pas aussi protecteurs. Et donc, on s'était dit, plus on vieillit, plus on est à risque. Et nous-mêmes, ça serait bien de rentrer. Et puis, à un moment donné, on fait un peu le tour de la question. C'est un peu fatigant aussi d'être l'étranger, même si on est quand même des expats européens et américains sont plutôt bien installés, mais c'est quand même fatigant. La France commençait à manquer. Voilà, le lost in translation, au bout d'un moment... Alors après, on revient en France et on est à nouveau lost in translation. Alors, oui, parce que comment se passe ce retour? Parce que finalement, à la base, tu étais parisienne. Oui. Et là, tu reviens, tu dois réadapter la famille, tes enfants ont grandi essentiellement à l'étranger. Alors, les enfants, ils disent, mais pourquoi on est venu ici, en fait? Parce que notre pays, c'est Singapour, en fait. Voilà, c'est quand même aussi toute la famille qui se réajuste. Voilà. Alors, eux, ils se sont ajustés, quoi qu'il se passe. Ils regrettent encore Singapour. Ouais. Mais bon, après, voilà, ma fille fait ses études à l'étranger. Elle va commencer bientôt. Elle m'a dit, moi, c'est hors de question que je reste en France. Donc voilà, ça y est, j'ai des enfants expats, ok. Mais du coup, tu reviens, c'est marrant parce que tu avais débuté dans un univers qui était EDF, l'énergie. Et là,
tu reviens de nouveau dans un univers qui est assez industriel chez Nexence. Oui, c'est vrai. Comment se passe le retour, les 2 premières années en fait ont été compliquées et c'est vraiment lost in translation. Personnellement, je pense que ça allait. L'administration française est pas si terrible. Ils entendent quand on revient d'expatriation. Moi, j'ai pas eu de soucis vis-à-vis de ça. En tout cas, le retour avec les amis s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de soucis. Professionnellement, c'est, je pense, plus compliqué quand même parce qu'on a perdu des repères culturels. On travaille aussi. Enfin, moi, j'avais aussi beaucoup travaillé dans des entreprises américaines, en tout cas non françaises, et j'avais quand même un petit peu perdu un certain nombre de réflexes ou un certain nombre de précautions. Où j'étais un petit, peut-être par précaution, j'étais peut-être plus sensible à ce qui se passait d'un point de vue politique, et aussi. Oui, il y a on a l'impression d'être un peu à part, voilà, de pas avoir les mêmes réflexes. Alors surtout en RH, ça fait que, enfin moi, j'ai pas de pratique de la RH généraliste en France, et surtout que ma seule pratique de la RH généraliste en France, c'est une pratique chez EDF qui est encore différente. Donc du coup, on se sent pas si légitime que ça. Mais est-ce que le regard des autres change? Parce que tu dis, bon, quand même, l'expatriation 10 ans, c'est quand même une super richesse. Entre-temps, tu as fait aussi l'INSEAD. On se dit, bon, quand même, c'est des beaux profils, mais le regard, il change? Les gens se disent... Oui, je sais pas si le regard, il change, mais en tout cas, moi, je pense que c'est plutôt soi-même, on se sent pas forcément... T'as le syndrome de l'imposteur, tu me dis. Un petit peu, voilà. Il y a un petit peu de syndrome de l'imposteur. On a l'habitude... Enfin, moi, j'ai eu l'habitude de travailler dans des contextes plus concrets, plus pragmatiques, plus directs. Et là, c'est quand même beaucoup d'indirect. Après, ces 2 premières années, professionnellement, elles ont été difficiles aussi parce que l'entreprise, enfin, notamment la première année, l'entreprise se portait mal. Il y a une vraie transition. On va peut-être revenir aussi au contexte parce que c'est un super intéressant. Ouais. Où il y a vraiment un recentrage vers des activités. Est-ce que tu peux nous en parler? À l'époque, Nexence, c'est un généraliste du câble. Et c'était un généraliste qui allait sur les câbles électriques de base que vous trouvez dans les bâtiments ou dans les lignes haute tension, très haute tension, qui sont encore des projets à part et avec énormément d'enjeux. Et puis aussi du câblage de voitures, du câblage d'avions, du câblage de mines, etc. C'est une autre partie de l'activité. Et l'entreprise qui avait été très bonne, qui avait né en 2000 de la cuisse d'Alcatel. Ces 10 premières années avaient été parfaites, avaient été très très bien. Ils avaient pris des acquisitions, etc. Arrive la crise de 2008 et là ça commence à... Voilà. Et un des soucis qu'avait cette entreprise, c'était que son aspect généraliste faisait que elle était en train d'étaler ses efforts sur trop de segments différents. Parce qu'elle était dans l'automobile, elle était dans plein de verticales. Elle est toujours, parce qu'en fait, en 2021, une feuille de route a été annoncée qui dit on se centre sur l'électrification. Voilà. Et donc l'électrification, c'est la haute tension, donc des très gros câbles, avec notamment des projets à très forte valeur ajoutée, à la fois financière et humaine, qui sont la connexion des éoliennes, la très haute tension, la distribution, parce que les réseaux de distribution, notamment en ville et en Europe, sont très anciens. On est à tout moment, on peut faire face à un blackout dans toutes les villes, dans toutes les villes européennes, etc. Donc, il y a un gros marché de renouvellement. Et puis, des câbles dans les bâtiments, donc pour la construction, avec en particulier cet énorme enjeu qui est la sécurité incendie, puisque une grande partie des incendies dans les immeubles sont dus à des câbles, ou du moins à des défauts électriques, etc. Donc ça, c'est très, très important, cette partie-là. Donc ça, c'est le recentrage. Et toutes les autres activités qui sont encore chez nous, en fait, le management de Nexence cherche à le replacer de la bonne manière, parce que ce sont des activités qui gagnent bien de l'argent, qui sont avec des professionnels extraordinaires, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et donc, il y a une partie télécom data qui va nous quitter bientôt. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont en train de se détacher de nous, mais pour recentrer. Ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à un moment où tu le dis, Nexence en difficulté, vit une vraie transition. Et là, sur toutes ces dernières années, là, vous avez fait une année les dernières exceptionnelle. Oui. Et donc, tu as vécu vraiment cette phase où, tu arrives, il y a un peu de cost-cutting, un peu de recentrage, jusqu'à l'hypercroissance. Oui.
Ça doit être passionnant. La première année, c'était vraiment où va cette entreprise, on ne sait pas. Et moi, je suis très sensible à ça. Et donc, du coup, je ne savais pas comment agir. C'est anxiogène, bien sûr. Ensuite, nomination du nouveau CEO et donc toute une phase de cost-cutting, je n'irai pas jusque-là, mais de recentrage et de retour à la crédibilité et de retour au cash. Et puis, 2020, la crise Covid a permis d'accélérer la vision du CEO parce que, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, ça a créé une situation d'urgence et notamment une situation d'urgence autour de la préservation de notre cash. Et là, les messages sont devenus beaucoup plus clairs et compris et hop, l'entreprise s'est mise en marche et elle a révélé ce potentiel de transformation qu'elle avait. J'ai eu la chance d'accompagner ça aussi, puisqu'en fait, on a créé du learning autour de cette préservation de cash, parce que ça veut dire des choses sur le terrain, comment quels payment terms tu mets à tes clients, comment tu vas aller chercher tes overdues, comment tu gères tes stocks. Tout ça, ça impacte ton cash. Donc, on a profité de cette période pour typologiser ça dans un learning qu'on a ensuite redéployé très rapidement pour que ça s'ancre bien dans les pratiques. Et ça, vraiment, je remercie le CEO de nous avoir onboardé sur ce sujet-là parce que très vite, on est en connexion avec ce qui se passe dans l'entreprise. Et l'entreprise s'est donc révélée. Et elle a révélé tout son potentiel. Et ensuite, la feuille de route stratégique qui était donc en préparation avant même la crise Covid, une fois qu'elle est sortie et qu'on a dit, eh bien, on se centre sur l'électrification. Et pour ce faire, on va changer notre modèle d'innovation, faire évoluer notre modèle d'innovation et faire évoluer de façon dramatique notre modèle sales and marketing. Et aussi faire évoluer notre façon d'approcher les clients. On s'est séparé de plusieurs milliers de clients parce que pas assez rentable pour nous et aussi pour des questions de plus en plus de sustainability. Des clients qui nous demandent de livrer trop loin. Et la dépense carbone est trop élevée pour nous. Et donc on a brisé des tabous avec ça. Mais voilà. C'est ce qui est passionnant, moi je trouve, avec le secteur en ce moment de l'énergie, c'est qu'il y a une transition énergétique qui met en mouvement et qui te pousse à réinventer ton business model. Ouais. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les directions learning, en fait, c'est vraiment devenu des vecteurs en fait de transformation. T'es plus juste là pour pousser un learning sur la compliance. Non, tu deviens en fait un levier pour changer l'état d'esprit, à pousser de nouvelles pratiques. Oui. Et c'est devenu stratégique. Ça, c'était vraiment intéressant ce qu'on fait là parce qu'on se rend compte, comment dire, c'est quoi le learning en fait en vrai? Ce qu'on cherche à faire, c'est de générer chez les personnes d'une organisation les comportements qui vont mener à l'efficacité, à l'impact, au résultat qu'on souhaite. C'est ça. Donc, ça se joue à travers du savoir, ça se joue à travers des bonnes pratiques et ça se joue à travers un collectif qui travaille ensemble. Bon. Faire changer un comportement, en fait, il suffit pas juste de communiquer. Regardez, maintenant, on est une entreprise décarbonée, voilà. Non, il faut qu'on puisse engager la personne individuellement et collectivement dans une démarche de changement. Et là, le learning, il intervient. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a sorti notre série climat. Je salue le travail d'ailleurs d'AXA Climate School qui était excellent, mais nous on a sorti la nôtre, on a investi nous-mêmes. Les gens nous disent mais pourquoi t'as AXA Climate? Oui, mais en fait parfois il y a des spécificités. Il faut que ce soit Nexence parce que c'est nous, c'est notre projet collectif et on sort cette série climat de 4 modules et il y a un 5e module qui est en train d'être terminé. Là, les 4 premiers sont sur la compréhension des enjeux scientifiques, etc. Et là, ça va être par exemple, qu'est-ce que l'empreinte carbone, qu'est-ce que le réchauffement climatique, tu vas sur les basiques. Combien on mesure, qu'est-ce que c'est, quels sont les éléments dans notre business qui génèrent du carbone, donc par exemple le fameux gaz SF6, qui sont dans nos accessoires de connexion de lignes entre elles, qui sont extrêmement producteurs de CO2. Et on explique pourquoi on a un projet de recherche et développement et de qualification d'autres gaz qui vont remplacer le gaz SF6. Et on veut que tous nos salariés ils puissent le dire, parce que aussi c'est notre image de marque. Bien sûr. Voilà. Donc on fait cette série-là, et on la lance en avril, et on a aujourd'hui, ce matin, 1415 personnes qui l'avaient démarré, 900 qui l'avaient fini,
qui avait un certificat. Super complétion, ouais. Voilà, et qui pouvait dire, et qui d'ailleurs, le certificat qui peut être posté sur les réseaux sociaux, dire très Super fièrement, fier, ouais. j'ai fait le training. Donc, maintenant, je sais. Donc, maintenant, je peux agir, ou en tout cas, je suis mieux équipée pour agir. Donc, on voit là la différence entre la communication qui est importante et qui doit immerger les gens dans le projet de l'entreprise, et l'apport du learning qui va individualiser le message, ou du moins qui va faire que la personne s'approprie la chose et en ressort avec un certificat, un badge, whatever. Et Florence, tu expliquais tout à l'heure, vous êtes sur des métiers qui sont ultra techniques. Comment est-ce que tu qualifies finalement un peu la culture learning de Nexence? Est-ce qu'il y a des spécificités? Parce que j'imagine que tu as un public avec un mix de super diplômés, Oui. Et un public peut-être plus opérationnel. Alors ça, c'est un sujet qui est... je dirais qu'il y a 3 pôles chez Nexence. Il y a un pôle... on va dire commercial, donc le pôle plutôt des dirigeants, où là, il y a une culture d'apprentissage qui est extrêmement portée par Christopher Guérin, notre CEO, où à chaque intervention qu'il fait, il en parle. Ah, ça, voilà. C'est quand même... Attends, on s'arrête un instant. Oui. Ça, déjà, le fait d'avoir un CEO qui est on-board, qui est convaincu des enjeux learning, c'est la clé. Il est plus que convaincu. En fait, Christopher Guérin, il s'est fait par le learning. Il a accumulé depuis ses débuts de carrière. Il lit énormément. Il accumule, il synthétise, il réfléchit, il observe, il désapprend, il réapprend. Ça, c'est quand même la clé, moi, je trouve. Avoir un top sponsor qui est convaincu et qui parle de learning. Ouais. Et c'est du learning continu, c'est-à-dire que on est quand même dans une culture où une fois qu'on est sorti de Polytechnique centrale, tout va bien. C'est fini. Il n'est pas dans c'est pas du tout de ce profil-là, et en fait, ça fait que voilà, c'est un apprenant permanent qui me bluffe. À un point, alors ça veut pas pour autant dire que j'ai des budgets merveilleux, hein. Un petit message, envoyez-moi des budgets, etc. Mais t'as quand même quelqu'un d'acquis. Et donc en fait, lui, il passe ce message et à l'ensemble de sur tous les autres pôles. Voilà, à l'ensemble de son leadership. Okay. Et c'est de l'apprentissage sur le terrain, parce que voilà, le learning, c'est pas juste faire des beaux e-learning modules. C'est pas ça. Donc ça, c'est le premier pôle. Ensuite, on a un deuxième pôle de chercheurs et de spécialistes, d'experts. Donc, on a d'ailleurs une communauté qui s'appelle la communauté Tesla, puisque Tesla, avant d'être une voiture, eh bien, c'est un ingénieur, un inventeur autour de l'électricité. Et cette communauté Tesla, elle vit depuis plusieurs années, et il y a vraiment un énorme respect pour l'expertise. Je pense qu'on va encore continuer à la faire grandir, la faire développer. Et là, c'est vraiment dans nos côtés, plutôt côté recherche et développement, qu'elle existe. Et puis, sur le terrain, dans les usines, on est, comme beaucoup d'entreprises manufacturières, sous dispositif Lean. Et là, il y a ce qu'on appelle le continuous improvement, l'amélioration continue, le travail avec le terrain. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des maturités plus ou moins hautes par rapport, selon les sites, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Super intéressant. Et c'est mon prochain challenge, sur lequel d'ailleurs je suis en train de recruter quelqu'un pour m'aider. Message. Voilà, donc allez sur LinkedIn, cherchez si vous êtes intéressé par ce type de poste. Je cherche un Learning Program Manager sur l'industrie 4.0, puisqu'aujourd'hui on va connecter les lignes. IoT, data. On met des systèmes de suivi de la performance standardisés sur un certain nombre d'usines. Et on a besoin de gens sur le terrain, de l'opérateur au manager de terrain, qui soient acculturés à ça. Et du coup, tu parlais de ton équipe. Comment tu t'organises? Quelles sont les compétences que tu as en interne? Est-ce que tu t'es structuré d'une certaine façon? Tu cherches des profils d'un certain type avec un background un peu particulier? C'est quoi ton approche RH? Pour l'instant, d'un point de vue équipe, alors on est très peu nombreux. On est très, d'ailleurs, je dis souvent, on est en mode start-up. Et j'ai la chance d'avoir avec moi une collaboratrice qui s'est formée seule et qui a appris, que j'ai fait former aussi au learning design. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient de chez nous, elle connaît bien. Elle a la culture, quoi. Voilà, elle a la culture, et elle a, malgré les 10 années qui nous séparent en plus, elle est plus âgée que moi, mais elle a une passion pour l'apprentissage assez importante. Génial.
Et puis j'ai des apprentis avec qui j'ai fait des travaux extraordinaires, notamment la première équipe depuis 2019 à Et 2021. qu'est-ce que tu vas chercher à chaque fois quand tu recrutes? C'est quoi? Est-ce que tu vas plutôt chercher des expertises, des gens Ça qui ont dépend. été, ouais, Alors, quand c'est des alternants, moi, je cherche des gens qui ont envie, ont faim? ont envie, enfin surtout qui ont une éthique de travail, qui ont envie de s'investir, dont je vois qu'ils ont, qui vont comprendre qu'ils sont dans une entreprise et que c'est pas comme à l'école, voilà. Alors, à une époque, je cherchais des gens qui savaient bien écrire l'anglais. Maintenant, nous n'en avons plus besoin. Il y a DeepL, Voilà. il y a ChatGPT. Exactement, merci ChatGPT. Donc je cherche moins les capacités d'écriture. Ça, il faut le dire parce que je pense que ça change la donne. Ouais, ça lève quand même certains critères. Voilà. Et pour les gens expérimentés, c'est des gens qui auront cette vraiment, je cherche des gens qui comprennent le learning en digital parce que c'est une modalité qui est facile à déployer. Qui n'ont pas peur de faire eux-mêmes, qui savent mettre les mains dans le cambouis, voilà, qui mettent les mains dans le cambouis et qui ont, ça c'est très important, une grande conscience de l'expérience utilisateur. Voilà, ça c'est fondamental. Qu'est-ce qui va se passer pour l'apprenant? Comment il vit son expérience, ça pour moi c'est essentiel. Et tu parlais aujourd'hui un peu des grands thèmes, tu citais notamment l'industrie 4.0. Dans ton secteur, quels sont les thèmes un peu qui explosent en ce moment où tu te dis tiens, ça faut que je m'investisse, ça c'est partie des sujets qui sont sous mon radar? T'as des thématiques comme ça qui se... Alors, j'ai une grande thématique autour de sales and marketing et de l'expérience client. Mais ça fait partie de la transformation. Donc, le B2B, aujourd'hui, évolue et nos partenaires, que ce soit Sonepar et Rexel, aussi évoluent vers l'expérience de leurs propres clients. Donc, nous devons aussi leur offrir ça. Ça, c'est vraiment quelque chose dans l'industrie manufacturière, à mon avis, qui est très nouvelle. Ouais. Alors, pas si nouvelle que ça dans les pays anglo-saxons, ouais. peut-être en France que... Un peu plus. Voilà, Et puis, le fait que on a ce sentiment... le câble, c'est un produit qui, pendant quelques années, a été commoditisé. Je le dis lentement pour que... Donc, on est en local. Notre concurrence, c'est le petit câblier là, à Denizli, en Turquie. On a une très, très belle usine. Il y a 9 autres producteurs de câbles. C'est que des entreprises turques. Elles ne vont pas travailler selon nos standards, forcément. Elles n'auront pas notre capacité de design de câbles et d'ingénierie. Mais elles vont vendre leurs câbles, et pas cher. Et donc, du coup, il y a un petit sentiment de... Moi, je suis pas sophistiquée, je veux que du câble. Donc, en l'occurrence, la montée en gamme, alors pas seulement de services, mais aussi de produits, de combinaisons de produits, d'ergonomie, de choses comme ça. Ça, c'est pour l'industrie manufacturière, c'est les nouveau. clés. Voilà. Et donc, tu parlais industrie 4.0, sales, marketing. Est-ce que tu as des enjeux aussi d'inclusion? Je pense à ça parce qu'on sait que dans le secteur de l'énergie, c'est un secteur aussi où les talents sont assez pénuriques. Ouais. Il y a une guerre de l'emploi. On sait qu'aujourd'hui, tous les Gen Z qui arrivent sur le marché, ils regardent une entreprise qui va être plus ouverte, plus diverse. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas le secteur. Il y a plus de femmes, notamment. Oui. Quel est ton Alors ça fait partie des thématiques transverses dont je m'occupe. Alors il y a le climat, l'inclusion et la diversité. Et c'est effectivement là depuis un certain temps. On l'aborde à petits pas. Ouais, c'est le début d'histoire, ça commence à... Voilà, mais en fait, ce qui est important aussi, c'est que le sujet est pris à bras-le-corps par aussi un réseau qu'on appelle We in Nexence, qui est évidemment animé par la fonction RH, mais qui est un réseau d'employés, ce qu'on appelle en Angleterre, dans le monde anglo-saxon un Employee Resource Group. Et par exemple, moi, je pense que c'est important, par rapport à la formation, de prendre en compte la demande de ce que j'appelle le corps social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un produit, il ne faut pas toujours être en anticipation. Il y a des choses sur lesquelles je suis en anticipation, sur l'innovation, sur le climat, etc. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles je me positionne, mes petites ressources, je les positionne quand c'est le bon moment. C'est une question de timing, quoi. Voilà. Et Inclusion and Diversity, en fait, c'était en 2020, la demande est venue de ce réseau-là,
En fait, ils étaient dans ce réseau, ils disaient, mais en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Vraiment. C'est quoi un bien inconscient, etc. Et donc, la demande, évidemment, nous est arrivée au learning. C'était une demande des personnes. On a créé ce parcours dans le cadre de ce réseau-là. Ils se sont impliqués dans la création du parcours. On a un parcours qui est composé à la fois d'éléments qu'on est allé sélectionner chez nos fournisseurs et puis d'éléments qu'on a créés nous-mêmes. Donc, une petite vidéo avec des témoignages qu'on a pris sous Teams de gens qui disent, moi... Qu'est-ce que c'est pour moi l'inclusion ? Voilà, moi, j'ai eu une opératrice de ligne, c'était la première femme, et comment j'ai fait ? Voilà, donc on a des témoignages et on l'a fait nous-mêmes. Et résultat, quand on l'a sorti, en juin 2021, on a eu les 3 premières semaines, 700 personnes qui l'ont fait. Là, on en est à 2500 à peu près. Et le parcours n'a jamais été proposé comme obligatoire. Toujours vraiment on demand. Si vous avez, vous vous éveillez. Voilà. Et là-dessus, il y avait un parcours complémentaire qui venait du directeur Talent Acquisition, qui nous a quittés depuis. C'est maintenant ma collègue Victoria qui a repris. La demande a été faite en même temps. Sauf que les best practices de recrutement n'étaient pas encore tout à fait alignées à travers l'organisation. Et c'est maintenant que ma collègue Victoria a refait ce travail de remise à plat des best practices de recrutement, que cette formation qu'on a eu le temps de développer entre-temps, on commence à la déployer. Donc, ça vient au bon moment. Il faut aussi que ça vienne au bon moment. Il ne faut pas dire « Ah, c'est le sujet du jour ». Non. Il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait un besoin pour que ça tienne. Je parlais tout à l'heure des changements individuels. Ce que je crois aussi, c'est le fait qu'on le fasse en collectif. Que d'un coup, ça devienne un sujet. Donc, pour le climat, c'est un sujet pour tout le monde. Voilà. Et que du coup, le fait que mon petit copain aussi, il l'a fait, on parle des mêmes concepts à la machine à café. Bien sûr, on partage une sémantique commune, un socle commun. L'organisation c'est un mouvement. S'équipe en même temps. Donc, c'est aussi ça, choisir le bon moment, pas être forcément dans la tendance, choisir le bon moment. Très clair. Ouais. Et du coup, Florence, j'arrive sur ce podcast, c'est la partie un peu plus perso. Ouais. Du coup, tu as bourlingué, on disait, pendant à peu près 20 ans, tu as une carrière super établie. Comment tu fais ? Tu le disais, tu as 2 enfants. Ouais. Pour équilibre de vie privée, vie pro. Alors, je suis pas tout à fait sûre d'être dans le modèle l'équilibre parfait. Attends, je ne vends pense pas du pas. rêve, dis-nous la vérité. D'abord, je me suis rendu compte que j'avais des horaires depuis la Covid. Je supporte plus le métro qui est plein de gens. Donc, en fait, j'arrive tôt et je repars tard. Et je repars toujours aux mêmes horaires de ce point de vue-là. Mais par contre, je me donne à fond. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris en Angleterre, où finalement... ma patronne de l'époque, elle partait à 17h30 parce qu'elle habitait à 1h30 de train. Mais voilà, les choses s'arrêtaient à ce moment-là. Il n'y a pas de zèle à la machine à café. Exactement, je perds pas de temps. Donc, à ce point que je me souviens d'un jour où mon mari m'appelle, j'étais à Singapour, pour me parler d'un problème avec les enfants, et je suis incapable de traiter la question. Et je m'énerve. T'es au bureau, et je lui t'es dis, focus. non mais là, je suis en train de travailler, on en parlera ce soir. Et il le sait très bien, il ne faut pas m'appeler là-dessus. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est plutôt calé. Et j'arrive à préserver mes week-ends. J'arrive. Bon. Ensuite, l'autre chose, je crois que sur l'équilibre vie pro, vie perso, c'est que j'essaye pas de tout faire. Voilà, j'essaye pas. Ma maison est pas nickel. Mais tu lâches prise. Voilà, je lâche prise. J'ai essayé d'emmener mes enfants au tennis, au piano, etc. Ils étaient pas très coopératifs, donc au bout d'un moment, je acharnée. Alors de temps en temps, je me dis, quand même, je regrette, j'aurais pu, etc. Bah oui, mais eux, ils ne voulaient pas, donc je ne fais pas. T'as choisi tes combats. Voilà, je choisis les combats. Après, depuis quelques années, je suis dans une logique d'amélioration, mais par vague. Et en particulier, puisque j'ai vécu 9 ans à Singapour et que j'ai eu la chance d'avoir une personne à la maison qui me cuisinait des plats. C'était très mal habitué. Voilà, merci Joséphine, avec qui je reste en contact. J'étais pas bonne cuisinière. Donc, je me dis, c'est pas possible, parce que les enfants, au bout d'un an, ils ont dit, mais Picard, on en a marre. Oui. Et je me suis mis à faire du batch cooking en 2019. Donc, batch cooking, tu fais tu prends 2-3 heures et tu fais tous tes plats pour la semaine. Avec tous tes plats. Et puis, alors, ce qui est intéressant, d'un point de vue learning, le batch cooking, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que il y a une méthode
on le fait, on a un feedback immédiat. Donc, on sait si on est bon ou si on n'est pas bon. Et aussi, la semaine d'après, on va essayer d'améliorer son rendement, d'aller plus vite. J'avais pas vu comme ça, mais... Ah, si. C'est vraiment une super expérience de learning. Et aussi, ce qui est intéressant dans le learning, on pense beaucoup à mettre en place des habitudes. Donc là, le fait de dire tous les dimanches, alors au début c'est 5 heures et puis ça devient 2 heures au bout d'un moment. Je trouve ta vitesse de croisière. Voilà, et on le fait et on ne peut plus s'en passer. S'il y a une semaine où je dois zapper le batch, c'est la cata totale. C'est pas vrai. Ah oui, c'est devenu ça devient Uber, tout ça. On n'en peut plus. Ça coûte une blinde après. Donc, on crée l'habitude. On crée l'habitude et alors, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai dit, maintenant, il est temps de s'arrêter de fumer. Donc, je me suis arrêtée de fumer, donc ça a été dur. Donc, je fais ça une fois que c'est bien consolidé. Tu consolides une couche, hop, étape d'après. On passe à l'étape d'après. Mais alors, du coup, tu disperses pas, tu te focuses sur les bons combats. Voilà, et ça, je pense que c'est fondamental, notamment dans le développement personnel, parce qu'on demande aux gens, allez, apprenez, allez chercher, regardez, on a une base de données avec un catalogue merveilleux. Les gens, ils sont perdus. Recentrés sur l'essentiel. Et donc, l'idée, c'est de se dire, et ça, c'est Jérôme Fournier, notre VP Innovation, qui me l'a dit une fois, et j'ai dit, mais évidemment, c'est tellement évident. Lui, chaque année, il choisit un sujet et il décide pour l'année de lire les livres sur ce sujet. Il n'en déroge pas. Alors, il choisit un sujet relativement large. Mais là, l'année dernière, c'était la sociologie. Voilà. Il va traiter de différents sujets chaque année. Et moi, là, en ce moment, mon thème du moment en learning, c'est l'intelligence artificielle. Super thème. Parce que c'est bien d'entendre dire ChatGPT, etc., mais il faudrait peut-être comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, y aller en focus, et puis couche par couche, et se focaliser, je pense que c'est vraiment important. Et au fur et à mesure, on arrive quand même à une meilleure version de soi-même. Voilà. Très bien. Moi, je retiens ton conseil, je pense, qui me parle, c'est ne pas se disperser, se concentrer sur les bons combats. Oui. Et puis, voilà, lâcher prise, se dire, moi, chez moi, je couvre pas tout le spectre. Ma plateforme digitale, elle a des trucs qui marchent pas bien. Les gens peuvent être perdus. Mon reporting n'est pas parfait. Et c'est pas grave. Accepter l'imparfait. Voilà. Mais au moins, tu fais. Voilà, au moins on fait. Et ça détend un petit peu. Et notamment par rapport replacer le learning digital pour ce qu'il est. C'est-à-dire que avoir des modules qui t'expliquent la vie très bien. Bon, derrière, une fois que tu as ça, c'est toi qui fais. Et puis, ça sera jamais parfait. Et c'est pas grave, on avance, on progresse. Retiens, on avance, on progresse. Ouais. Merci beaucoup, Florence, pour ce super témoignage. On a parlé batch cooking, Japon, industrie 4.0. C'était top. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Merci. À très bientôt. À bientôt. RH.